Deux cas d'investissement pour parler de vos finances personnelles. C'est le rendez-vous du vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse. On va parler de l'or et du private equity avec deux spécialistes de ces questions. Igor Demac, qui est avec moi en plateau. Bonjour Igor. Bonjour Grégoire. Vous êtes gérant aujourd'hui chez Vital Épargne, qui est un groupe indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Gestion de patrimoine, c'est comme ça qu'on se définit. Et puis le private equity, on en parlera dans quelques minutes avec vous. Jérôme Delmas, bonjour. Bonjour Grégoire. Vous êtes directeur général de Swen Capital Partners, qui est la filiale private equity du groupe Ophi Asset Management. Et Arkea. Et Arkea. Parlons de l'or avec vous pour commencer, Igor. Comment est-ce qu'on regarde le cas d'investissement de l'or aujourd'hui, sachant, c'est important de le savoir, que l'once d'or a déjà progressé de 25% par rapport à son point bas du mois de mars. Oui, il est même passé en quelques années de 1500 $ à plus de 2000 $ à l'once. Donc effectivement, chaque fois qu'on voit une classe d'actifs qui performe bien, les investisseurs plutôt particuliers s'y intéressent. Alors l'or, c'est un cas d'investissement qui est toujours compliqué parce qu'à la base, c'est un actif sans rendement. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez un océan rempli d'actifs sans rendement, notamment les obligations souveraines, donc les actifs dits de sécurité, l'or étant toujours perçu aussi comme un actif refuge. Ensuite, l'or, c'est souvent quelque chose qu'on regarde comme l'étalon de dernier ressort, contre la protection, une protection contre l'inflation. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation, mais plus cette période de désinflation ou d'inflation très faible dure, plus on doit se protéger. Et enfin, l'or, ça reste un bien physique avec une quantité limitée. Il doit y avoir 16 000 tonnes en réserve. On n'en découvre pas comme le pétrole. Et donc, il y a un effet rareté qui joue et qui est incontestablement intéressant à mon sens à mettre dans un patrimoine, parce que quand on regarde des relevés de patrimoine, des contrats d'assurance vie, en France, et bien que la France soit un des gros détenteurs de réserves d'or, 4e au monde, les Français ont assez peu d'or physique, papier ou des actions de mine d'or dans leur portefeuille. Or aujourd'hui, on peut dire que chaque patrimoine devrait avoir entre 5 et 10%, parce que c'est une sorte de protection. Alors il ne faut pas oublier que c'est une protection, mais il y a des désavantages, on l'a dit, pas de rendement, et aussi c'est libellé en dollars. Donc vous êtes aussi exposé aux fluctuations du taux de change entre l'euro et le dollar. Ouais, l'idée quand même que effectivement l'or actif sans rendement, dans un monde sans rendement, voire avec des taux réels négatifs, qui seront peut-être encore plus négatif demain si jamais l'inflation remonte un peu. Les banques centrales nous disent qu'elles ne toucheront pas au taux même si l'inflation remonte un peu. Ça veut dire que même autour de 2000 $, 1950 $ l'once d'or, sur des horizons de moyen-long terme, on peut imaginer que c'est un actif qui peut encore avoir de la performance. Oui, parce qu'il faut se projeter dans une tendance assez longue. Ce n'est pas un actif de trading. Non. Alors, on le voit d'ailleurs sur les actions des mines d'or et les fonds qui sont dit des fonds gold, c'est-à-dire mine d'or ou parfois métaux précieux ou soit l'un soit l'autre, sont assez volatiles. Ça veut dire qu'une commodity, comme on dit, une matière première, ça reste volatile. Le cas d'investissement de l'or qui s'est réveillé depuis quelques années, et particulièrement les 2 dernières années, c'est de dire les monnaies sont débasées, les banques centrales ont inondé de liquidités, et plus personne ne sait ce que vaut la monnaie. On se tourne vers le Bitcoin, on se tourne vers l'action Tesla, et finalement, en tournant toutes les solutions, on s'aperçoit que cette matière première reste finalement l'étalon maître. Concrètement, comment est-ce qu'on s'expose à l'or ? Alors pour le compte de ses clients chez Vital Épargne, il y a différentes manières de s'exposer à l'or, physique, papier, les minières aurifères. Est-ce que chaque cas est différent ? Est-ce que chacun a un profil rendement-risque différent ? Il y a des questions de fiscalité aussi qui peuvent se poser pour les clients particuliers ? Oui, alors déjà, il y a la grande séparation entre l'or physique et l'or dit papier. Donc l'or physique, c'est un sujet encore plus, je dirais, émotionnel, puisque ça a été dans l'histoire, et on le voit dans des pays comme l'Inde, c'est une double monnaie, c'est-à-dire que c'est souvent aussi des façons de transmettre sans forcément toujours déclarer, ou en tout cas de cacher une certaine fortune. Donc l'or physique, en France, on peut l'acquérir. Il y a une taxe sur la plus-value. Il y a 2 options. Soit la taxe sur le capital de 11,5%, soit une taxe sur la plus-value de cession au taux de 36,2%, et un abattement de 5% à partir de la 3e année. Ce qui fait qu'au bout de 22 ans, on est fiscalement neutre sur l'or physique. Alors, qu'est-ce que ça a comme désavantage ? L'or physique, il faut le stocker, avoir un coffre à la banque ou chez soi. C'est quand même assez lourd à transporter, même si les lingots, finalement, si vous regardez sur les sites ou sur votre banque, vous pouvez en acheter un de 1 kg, 500 grammes, 150 grammes, ça descend jusqu'à 20 grammes. Après, il y a des Napoléons. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à trouver l'or physique presque plus charmant que l'or papier.
puisqu'on voit la matière. En revanche, leur papier, ça tombe sous la fiscalité des OPCVM. Quand on achète des ETF ou des OPCVM, on peut aller vers les mines. C'est une autre thématique. D'ailleurs, les minières sont aujourd'hui plus performantes. Si vous regardez les fonds investis dans les mines, ils sont plutôt autour de 38-40%, parce qu'il y a une thématique de productivité, de profitabilité, de hedging de la production. Il y a d'autres aussi matières premières. On parle souvent de l'or, mais l'argent a fait une performance exceptionnelle ces derniers mois, ces dernières années. Plus 50% quand l'or fait plus 25%. Oui, là, si je prends la relation du prix entre l'or et l'argent avait connu un point bas, c'est 20 fois, et est monté jusqu'à 120. Et autour d'une moyenne, en général, historique, on juge autour de 80. Donc, vous avez des mouvements sur des métaux précieux qui sont liés à l'or ou qui sont liés aussi à l'industrie. Par exemple, le palladium qui est lié à l'industrie de l'automobile. Donc, dans les fonds miniers, vous avez d'autres thématiques. Vous avez des thématiques de monnaie, principalement les sociétés cotées dans les mines, c'est anglo-saxon, donc dollar canadien, dollar australien, dollar américain. Donc, vous avez aussi une grande volatilité de ces fonds. Ces fonds ont des volatilités qui sont très importantes. Les indices miniers sont aussi assez volatiles. Après, il y a les ETF. Alors ça, on les connaît. Et donc, c'est assez simple, c'est liquide. Il faut toujours se méfier quand même de tous ces papiers émis sur la base d'une matière première physique, puisqu'il y a beaucoup plus de valeur qui joue l'or que de matière physique effective. Et puis n'oubliez pas aussi que l'or, c'est quand même un matériel qui est aussi piloté par les banques centrales. Donc vous êtes aussi exposé en fait à la stratégie de réserve d'une banque centrale. Qui sont plutôt acheteuses d'or ces dernières années. Voilà, tout à fait, plutôt acheteuses d'or. Alors évidemment, c'est des gros acheteurs, donc ils emmènent le marché, mais eux achètent de l'or physique pour mettre dans les coffres. Donc voilà, il y a une palette de possibilités aujourd'hui. Il y a les bijoux en or, qui a une fiscalité aussi un petit peu différente à partir d'une cession au-dessus de 5 000 €. Il y a une taxe de 6,5%. Et on sait qu'en Inde, qui est un pays producteur, consommateur, détenteur de bijoux, c'est dans les villages indiens, ça fait partie de la dot, ça fait partie de la fortune, du patrimoine. Et ça a toujours été le cas, en fait. Et chaque année, on nous disait l'or, c'est terminé. Et en fait, ça revient un peu toujours. On continue de se marier en Inde, et donc plus il y a de mariage, plus il y a d'or qui circule. Non, mais c'est un moteur important du marché. Chaque manière de s'exposer correspond à, je sais pas, des profils de clientèle différentes. Est-ce qu'il y a une meilleure manière de faire qu'une autre? Le physique reste un petit peu anecdotique ou alors très spécifique à des clientèles. En Suisse, il y a des gens qui ont des coffres remplis d'or physique. Ça peut aussi être une idée de transmission. Il ne faut pas oublier que l'or physique, il faut pouvoir en justifier la provenance. Donc quand vous achetez un lingot, votre banque vous donne un petit certificat, comme une petite carte bancaire. Ça peut servir de transmission. Vous pouvez acheter un Napoléon à votre enfant. Donc ça reste anecdotique par rapport à toutes les masses qui sont investies sur l'or papier. Où là, vous répliquez l'indice, le prix de l'or, ou alors c'est dynamique sur les sociétés aurifères, mais qui sont un peu pluriels. Vous avez aussi c'est ce que vous disiez, parce que là, il faut prendre en compte les stratégies d'entreprise, un risque parfois géopolitique. Le risque sud-africain, bien sûr. Un risque de gouvernance, un risque de politique, qui fait que si vous avez une production qui est stoppée pendant quelques mois, le cours de bourse va être affecté. 5-10%, enfin, ça correspond. Il y a toujours des profils d'investisseurs assez classiques quand on est dans le conseil en gestion de patrimoine. C'est jusqu'à 10%, c'est quand même beaucoup. 10%, c'est pour celui qui serait d'abord très attiré par le marché des matières premières ou par les mines, par son style d'investissement. 5% dans un portefeuille prudent, vous avez 95 autres % à investir, en private equity, dans la bourse ou en immobilier. Aujourd'hui, quand vous voyez les prix de l'immobilier ou les idées d'investissement comme le coworking, etc., je ne suis pas sûr que ça soit vraiment des produits défensifs. L'or, sur très longue période, peut être ce produit défensif si l'inflation se réveille et si on continue cette course monétaire où finalement plus personne ne sait très très bien ce que vaut un billet dans la main. Et pour ceux qui n'ont pas encore 5 à 10% d'or dans leur allocation, vous dites, voilà, il n'y a pas besoin de se précipiter, mais ça reste quelque chose que vous pouvez faire monter graduellement dans votre allocation, ou c'est déjà trop tard? Non, alors, on avait dit c'est trop tard, c'est au-dessus de 2 000 $. Oui, mais entre-temps, le dollar est passé de 1,12 à 1,19. Donc le prix en euros de l'or n'a pas autant augmenté. Donc il faut effectivement être, comme sur les marchés actions, assez tactique. C'est pas la peine d'acheter
toute sa position or en une fois, il faut l'acheter en plusieurs fois. J'ai parlé du physique parce que c'est intéressant, parce que quand on parle à des particuliers, il faut aussi donner des choses assez concrètes. Parce que l'ETF qui s'appelle Gold Bullion qu'on achète sur une place de marché à Londres ou que sais-je, ça parle moins aux gens. En revanche, commencer à se dire je crée une position en or, et nous on remarque vraiment dans les gros portefeuilles que autant il y a des contrats de capitalisation, des contrats d'assurance vie, de l'immobilier locatif, il manque cette poche. de la forêt. Où la forêt, vous savez, il y a même pas 1% de rendement, entre guillemets, sauf l'attrait de la transmission. Il n'y a pas de la matière première reine aujourd'hui et qui a quand même fait une performance assez spectaculaire. Bon. Ça me rappelle un des derniers grands mouvements de Warren Buffett chez Berkshire, c'est qu'il a quand même liquidé ses positions dans les banques et il a pris des positions, je crois que c'est Barrick Gold de mémoire, mais il a pris des grosses positions dans les minières aurifères. Voilà, un petit bémol sur tous ces fonds qui ont des sociétés aurifères, c'est qu'en fait, ils ont tous un peu les mêmes noms. Donc, il n'y en a pas 36. Barrick, Alamos, enfin, il y a quand même... je regardais sur tous les fonds, nous on utilise le fonds d'Ophi, qui est un fonds plutôt sur les métaux. Moi, je préfère être directement investi sur la matière première. En revanche, c'est vrai que il y a beaucoup de overlap, de superposition de positions, et ils ont à peu près tous la même performance. Ils sont tous entre 38 et 40%, ces fonds-là. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais fonds, mais ils battent difficilement leur indice, ils sont très volatiles, et tout le monde a la même position. Donc voilà, c'est aussi un bémol pour dire peut-être que la solution ETF ou des fonds qui sont plus métaux précieux, c'est différenciant véritablement. Igor Demac, gérant chez Vital Épargne, avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart.